Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec ce communiqué du collectif des organisations de la société civile pour les élections qui invite donc le chef de l'État à retirer le décret portant aux nominations des membres de la Commission électorale nationale autonome. Et selon ses membres, celui-ci n'est pas en accord avec les lois et règlements en vigueur au Sénégal. Le COSC qui rappelle donc dans ce communiqué les dispositions de l'article L4 qui organise la Sénat s'arrête donc sur 3 points. Selon ses membres, le décret du chef de l'État ne respecte ni le principe de consultation des corps constitués, ni le choix de personnalités neutres et indépendantes, encore moins le respect du mandat de 6 ans renouvelable par tiers tous les 3 ans. Ainsi, pour les membres de cette organisation de la société civile, le retrait de ce décret, auquel donc ils invitent le chef de l'État Macky Sall, participerait à une présidentielle apaisée et inclusive. Et pendant ce temps, bien sûr, Mame Boye Diao est contre la proposition de Boubacar Camara qui consiste à reporter la présidentielle. Pour lui, l'image du Sénégal serait écornée si l'élection présidentielle est reportée, ne serait-ce que d'une seule journée. Par ailleurs, le candidat à la candidature à la présidentielle affirme avoir le nombre de parrains demandés. Et pour ce qui est de son départ de la coalition Benno Bokk Yakaar, le maire de Kolda dira que c'est un choix. Les détails dans cette synthèse du jury du dimanche avec Mamadou Dia. D'abord sur l'idée d'un des candidats à l'élection présidentielle de reporter l'échéance, en l'occurrence Boubacar Camara, Mame Boye Diao appelle au sérieux. Il faudrait qu'on soit sérieux. Je pense que ce sujet-là, n'importe comment, et quels que soient les actes qui sont en train d'être posés, reculer les élections présidentielles d'une journée écornerait le plus gravement au monde la démocratie, l'image de notre pays dans le monde, et nous ramènera vers le catalogue de républiques bananières. Alors, nous devons tenir cette élection à bonne date, et celui qui sera choisi par les Sénégalais gouvernera le Sénégal. Une élection présidentielle à laquelle le maire de Kolda compte participer. Premier obstacle à franchir, le parrainage. Une opération délicate, Mame Boye Diao l'admet, mais il est convaincu de les avoir et met en garde contre toute manigance. Si j'ai des parrains sûrs, je suis certain de passer. C'est clair, parce qu'il n'est pas évident de trouver 60 000 parrains sûrs dans ce pays. Donc, si je les ai, je considère qu'il ne sera pas question qu'on puisse me caler sous quelque prétexte fallacieux que ce soit. Et je sais, à bon droit, à l'heure où je vous parle, les délégués régionaux sont en train de faire leur compilation. Je sais à bon droit qu'avant même le terme de l'objectif, j'atteindrai, Inch'Allah, l'objectif. Donc je n'accepterai pas qu'on crée un prétexte, quel qu'il soit. Ou à défaut, je prendrai aussi, comment on dit, les mesures qu'il faut pour faire face. Sur sa défection considérée comme un refus de se ranger derrière Amadou Ba, Mame Boye Diao précise. Non, je n'ai pas refusé de me ranger. J'ai pris une décision, comme je l'ai dit. Il ne s'agit pas d'un défi, il s'agit d'un choix. Parce que ce que je vous dis là, vous êtes quand même, quand on est journaliste de votre niveau, vous êtes observateur de la scène politique. Vous savez que ce que nous disons est nouveau dans la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Si je ne le retrouve pas dans les axes programmatiques de Benno Bokk Yakaar, je ne soutiendrai pas Benno Bokk Yakaar. Pour ce qui est de la nouvelle plateforme au sein de l'opposition, le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections, Mame Boye Diao n'exclut pas d'y adhérer, s'il en connaît les objectifs. Éducation, toujours devant le jury du dimanche. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 se prononce sur la situation qui prévaut à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour Mame Boye Diao, il faut mettre les étudiants devant leurs responsabilités, car selon lui, personne ne peut comprendre les saccages du temple du savoir, mais il souhaite tout de même la reprise des cours en présentiel. Mame Boye Diao répond aux questions d'Aïssata Ndiaye Fala. Si je fais de la politique politicienne, j'allais même le voir pour dire ouais, nos étudiants ont droit quand même à finir leur année universitaire. Mais mettons d'abord les étudiants sénégalais face à leurs responsabilités. L'université de Dakar est sacrée. L'université de Dakar est sacrée. Les premiers protecteurs de l'université de Dakar doivent être les étudiants eux-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce qui s'est passé. Les étudiants qui ont saccagé. Oui, c'est hors de toute logique. Personne ne peut comprendre que les étudiants de Dakar puissent agresser autant l'université de Dakar, qui est leur espace justement de construction d'un avenir meilleur.
Et le premier, vraiment, qui était aujourd'hui, que je considère jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui, un espace où on avait la fierté d'accueillir aussi des frères venant d'autres continents ou d'autres pays. Donc il faudrait que les étudiants soient conscients que s'il y a eu tout ça, c'est parce que aussi, cette expression de violence qui a été vue à l'université est inédite et regrettable et doit être condamnée par tous. Quand ils comprendront qu'ils ont été mis devant leurs responsabilités, à ce moment-là, il peut y avoir des mécanismes nouveaux de discussion. Mais je ne peux pas concevoir quand même que malgré tout ça, qu'on dise que nos étudiants doivent continuer de subir des enseignements en distance. Non, je ne suis pas d'accord. Et pendant ce temps, la tutelle, le ministre de l'Enseignement supérieur, était à Kaffrine pour une visite de chantier à l'université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niasse. Et dans la foulée, le ministre a annoncé la création d'un institut de l'agriculture à Mbadakhoune, c'est bien sûr à Kaolack, et d'une clinique vétérinaire à Kaffrine. Voici donc le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ces propos recueillis par Boubacar Falboba. Hier, j'ai visité effectivement le site de Fatick aujourd'hui et de Mbadakhoune à Kaolack. Aujourd'hui, nous sommes à Kaffrine. Je pense que le constat que nous faisons, c'est que nous sommes satisfaits de la progression des travaux. Kaffrine a aussi pris en tout cas maintenant, ils sont bien partis. Nous espérons qu'au plus tard, fin 2024, en tout cas ici aussi, les travaux seront terminés. Sur le plan pédagogique, le modèle de l'université de Sine Saloum, c'est un modèle qui s'intègre bien à l'écosystème et à l'écologie de l'art. Je suis très heureux de constater par exemple qu'il est prévu un institut de l'arachide à Mbadakhoune et une clinique vétérinaire à Kaffrine. Je pense que c'est un projet cohérent, une université moderne comme le président Macky Sall en a bâti. L'entrepreneur social Tchonian s'engage dans la politique. Il compte ainsi s'appuyer sur l'agriculture et l'entrepreneuriat pour, dit-il, changer le Sénégal. Et lors d'un grand rassemblement à Sendou, il analyse la migration irrégulière comme un échec de l'État du Sénégal. Le compte rendu est signé par Babacar Seka. C'est par un show à l'américaine que Tchonian a fait son entrée au terrain de Sendou. L'entrepreneur social a entamé son discours par l'émigration clandestine qu'il qualifie de honte et d'échec pour les autorités en place. Les Lébou qui pêchaient entre Yoff, Wakam, jusqu'à Rufisque, Sendou, où nous sommes, et en Casamance, vivaient des ressources de la mer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la mer est devenue un cimetière pour nos enfants qui sont allés chercher des opportunités qui existent dans le pays. C'est une honte pour les politiciens et tous les fils de ces pays. La mer peut faire vivre le Sénégal. Aucun pays ne peut se développer avec une jeunesse qui cherche des opportunités ailleurs. Le pays est malade, il faut le soigner. Et ce pays dafa nek ci problème bo xamanteni il faut que ñu faj réew mi dafa fébar. Lima ñëk def moy identifier Sénégal. J'ai essayé d'identifier ce qui ne va pas. Le constat est que rien ne nous manque. Nous avons l'eau, le soleil, des terres. Nous avons le plus important, la jeunesse que le monde nous envie. Mais malheureusement, elle n'est pas formée. Tout nous vient de l'extérieur. Nous sommes le pays qui importe ses aliments de base, son habillement, ses voitures et même nos opérateurs de téléphonie sont gérés par des étrangers. L'ancien responsable des jeunes démocrates aux États-Unis a déclaré sa candidature à la présidentielle de février prochain pour, dit-il, changer la face du Sénégal. À Saint-Louis, la structure qui promeut l'entrepreneuriat des jeunes, mais également des femmes au Sénégal, la DRFJ, célèbre l'entrepreneuriat. Plusieurs jeunes entrepreneurs et des structures de financement se sont retrouvés donc dans la capitale du Nord à l'occasion d'un forum d'interconnexion organisé par la structure. C'était bien sûr à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Les participants et les autorités administratives ont tous salué l'initiative. Les détails, bien sûr, avec notre correspondant permanent à Saint-Louis, Momar Alisnian.
Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, Saint-Louis abrite un forum regroupant des jeunes entrepreneurs, des entreprises, ainsi que tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Initiée par la DER-FJ, cette rencontre vise, entre autres, à passer en revue l'ensemble des potentialités de la région nord du Sénégal. On a bien voulu voir comment est-ce qu'on peut organiser un événement qui permettrait aujourd'hui à tous les acteurs de l'entrepreneuriat ou bien tous les bénéficiaires ou non bénéficiaires mais qui œuvrent dans l'activité de l'écosystème de l'entrepreneuriat puissent se réunir, discuter un peu plus pendant 48 heures des avantages, des inconvénients, des différentes opportunités qui pouvaient exister dans la région de Saint-Louis. Et au-delà même, pouvoir créer des opportunités, pouvoir saisir des opportunités et voir quelles sont les structures d'accompagnement disponibles. Cette initiative de la DER-FJ a été vivement saluée par les participants, mais surtout les autorités administratives. C'est une très belle initiative qui vient renforcer la dimension territoriale, donc véritablement de la mise en œuvre des politiques de promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. D'autant plus qu'aujourd'hui, la DER qui a pris cette initiative en rapport donc, avec les partenaires techniques qui sont au niveau territorial, on se montre enfin sous un nouveau cap. Parce que de manière traditionnelle, l'ADER fait des financements directs. Mais aujourd'hui, si l'ADER crée un cadre qui permet aux différents acteurs de l'écosystème, les entrepreneurs, les accompagnateurs en termes de formation, c'est ce qui finance, véritablement pour échanger directement avec les jeunes et les femmes, véritablement ça permet en tout cas de sortir de cette approche classique des séminaires. La DER-FJ entend rester dans cette dynamique pour mieux outiller les jeunes et les femmes qui s'activent dans l'entrepreneuriat. Si certains jeunes sont formés dans le but de trouver un emploi, d'autres quittent le pays pour espérer ainsi une vie meilleure. Et pendant ce temps, beaucoup de retraités sont maintenus à leur poste. Une situation que des jeunes aimeraient bien voir changer. La plupart d'entre eux pointent un doigt accusateur vers l'État du Sénégal. Selon eux, devrait donc promouvoir davantage les jeunes. Les détails, bien sûr, dans ce reportage signé Isabelle Olivia Diadia. Au rond-point Dieuppeul, les motos des jeunes livreurs sont alignées côte à côte. Un des conducteurs assis sur sa moto, Serigne Dieng, est aussi cordonnier. Il se plaint de la situation. Les retraités doivent céder la place aux jeunes, car la vie est dure et il y a un manque d'emploi. Ces jeunes ont appris et ils ont leur diplôme. Très pressé à l'arrêt de bus, téléphone scotché à l'oreille, Cherna et étudiant en comptabilité et finance, il rejette la faute sur l'État. Personnellement, ce que je pense de cette situation, d'une part, l'État est fautif de ça, parce que l'État doit sortir un décret voilà, pour nommer une âge de travail, voilà, minimum 40 ans de service ou bien 50 ans de service. Voilà, quand il y a eu ça dans un emploi, après il faut arrêter voilà, pour laisser les jeunes travailler. C'est ça, c'est ça que j'ai vu. Dans les alentours, nous rencontrons une autre étudiante d'origine congolaise. Elle demande aux retraités de céder la place aux jeunes. Je ne trouve pas ça normal pour que les retraités puissent prendre la place et laisser les jeunes errer comme ça. Je crois qu'il est mieux de laisser les jeunes avoir un peu d'emploi parce que les jeunes, en sortant après les études universitaires, ils ont de nouvelles méthodes, ils ont de nouvelles énergies à donner. Donc il faut que les retraités puissent leur laisser la place afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux. Beaucoup de jeunes quittent le pays par la mer à la recherche d'une vie meilleure. Une situation catastrophique au moment où beaucoup de retraités occupent encore leur poste. Santé à présent dans cette édition. La journée internationale de la pneumonie est célébrée donc ce 12 novembre
Et au Sénégal, il est très difficile de protéger les enfants des maladies respiratoires de ce genre, notamment dans certaines zones de sa capitale. À Sodida, par exemple, une zone industrielle qui sert également d'habitat. La plupart des enfants souffrent de maladies respiratoires selon des parents rencontrés. Les raisons, une très forte pollution. Ils ont ainsi pointé du doigt les industries dans ce reportage signé Lide Diouf, Khadija et Chertidiana. L'odeur des peintures et de la poussière venant des industries nous accueille à la Sodida. Ici, c'est un vrai défi pour les parents de protéger les enfants des maladies respiratoires. Enfants comme adultes souffrent dans cette zone. On ne respire pas. Nous passons notre temps à faire des allers-retours à l'hôpital. Nos enfants ont tous des problèmes respiratoires. Dans cette zone polluée, ses habitants disent vivre le calvaire. Awafaye passe à la description. L'odeur des peintures et de la poussière nous étouffe. Nous vivons dans un environnement vraiment pas sain. Une situation qu'ils ne peuvent pas éviter car ils vivent dans une zone industrielle. Nous n'y pouvons rien. Nous habitons une zone industrielle. Nous sommes obligés de rester. Si les enfants tombent malades, nous prendrons le soin de les amener à l'hôpital. Nous vivons avec la pollution. Notre santé est menacée, mais nous n'avons nulle part où aller. Dans cette zone de la capitale sénégalaise, protéger les enfants des maladies respiratoires est impossible. La forte pollution peut être source de pneumonie, considérée comme première cause infectieuse de la mortalité chez l'enfant à l'échelle mondiale. Au Sénégal, plus de 2800 enfants meurent chaque année de pneumonie, soit 12% du nombre total de décès chez les moins de 5 ans. À Matam, les populations interpellent le chef de l'État et le ministre de la Santé. En cause, les nombreux agents du district sanitaire de la région affectée. Une évolution donc qui suscite beaucoup de polémiques, oui. Après la commune de Nguidjilon hier, c'est maintenant au tour de la population de la commune de Bokidiawé de dire non au départ massif de leurs infirmiers chefs de poste. Les détails dans ce reportage signé Amadou Mardiallo. La vague d'affectation des infirmiers chefs de poste dans le district sanitaire de Matam continue de faire du bruit. Après la commune de Nguidjilon, c'est au tour des populations de la commune de Bokidiawé de dire non au départ de son infirmier chef de poste. À défaut d'un hôpital, aujourd'hui, on n'a rien à envier à un hôpital du point de vue des prestations, de la qualité des prestations. Donc, ce serait dommage qu'on nous prenne quelqu'un qui a aujourd'hui qui nous fait oublier les hôpitaux, qui est 24 heures sur 24 heures tous les jours ici au niveau de Bokidiawé, qu'on nous le prenne et qu'on ne sache même pas qui va venir. Oui, tous les 14 villages polarisés par le poste de santé de Bokidiawé sont là. Les chefs de village sont là. Ils protestent énergiquement contre cette mutation. Et demandons énergiquement son maintien au niveau du poste de santé parce que cela va de l'intérêt de la population de Bokidiawé. Même situation au poste de santé de Dungo Ouro Alpha. Dans cette localité, la population demande à l'État de penser au projet que le Dudi infirmier a déjà entamé. Il a aussi pu avoir des projets au niveau donc de l'extérieur, notamment en Belgique. Donc la maternité qui est là, le dépôt que vous voyez ici qui est en train de construire, d'être construit. Donc tout ça, c'est sous son apogée. Donc je pense que la population a dit donc souhaiterait que Thierno Kébé reste au niveau de Ndongola et qu'il ne quitte pas. Ça, c'est une évidence. Même si nous sommes conscients que l'administration donc fonctionne ainsi, il sera appelé un jour à quitter Dungoula. Enfin, ça, on le sait pertinemment. Et surtout les projets qui sont en vue, qu'on les laisse terminer ces projets-là, ensuite qu'ils puissent vraiment servir ailleurs. Dans le district sanitaire de Matam, la vague d'affectation des agents sanitaires risque de créer un vide dans certaines structures sanitaires. Face à cette situation, le chef de l'État et son ministre de tutelle sont interpellés. En attendant, grâce à un financement du fonds d'entretien routier autonome, la bretelle reliant le village de Leibarbouya
à la route nationale numéro 2 va être recouverte de pavés. Le coût du projet est estimé à 650 millions de francs CFA. Écoutons à ce propos Papa Ibrahima Faye et Momodou Diop, respectivement directeur général de FERA et maire de la commune de Gandon. Leurs propos recueillis par Momar Alisnian et Mokhtar Seka. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une vieille doléance qui vient d'être réglée à travers l'outil du gouvernement du Sénégal pour le financement des prestations d'entretien, aussi bien en termes de routes classées et de routes non classées. Je veux parler du fonds d'entretien routier autonome, qui est cet outil-là. Et quand on parle de routes non classées, au niveau de l'acte 3 de la décentralisation qui donne compétence aux communes pour la gestion de ces routes-là. C'est tout le prétexte aujourd'hui, en tout cas pour nous, de venir pour le lancement de ces travaux. Maintenant, l'enjeu n'est plus dans la construction, mais c'est de pallier à l'entretien routier. Construire, c'est très bien, mais entretenir, c'est mieux. C'est pourquoi j'ai lancé un appel au maire du Sénégal, en l'occurrence le maire de Gandon, pour cet important investissement qui va être réalisé au niveau de la commune de Gandon. C'est une fierté pour la population de Gandon. On a commencé dans la zone de Toubé, mais certainement on va dans les autres zones, à savoir la zone de Rao, qu'on a promis 37 km, et la zone de Ndiaoudoun aussi. Donc, en tout cas, c'est une satisfaction, et on sait que c'est un grand soulagement pour la population, et on sait que ce n'est que le début du commencement. Et c'est la fin de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée, excellente suite de programme sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.